Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce séminaire spécifique où on a la chance d'avoir une invitée très rare, une collègue de la Belgique, Florence Pirard de l'Université de Liège, qui va venir nous entretenir des référentiels psychopédagogiques en Belgique francophone, un outil de professionnalisation, point d'interrogation, donc on verra. Ça me fait plaisir de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Comme on n'est pas très nombreux et que c'est une rencontre qui s'adresse spécifiquement aux étudiants gradués membres de l'équipe, on vous propose peut-être de faire un petit tour de table pour que Florence sache un peu qui vous êtes et sache à qui elle s'adresse, en fait, pour commencer. Donc, moi, je suis Nathalie Bigras, professeure au département didactique et directrice scientifique de l'équipe. Moi, je m'appelle Joanne Larère. On s'est rencontrés hier. En tout cas, j'étais coordonnatrice de l'équipe. Je suis encore doctorante à l'UQAM sous la direction de Nathalie et d'Isabelle Lorrain. Puis je suis nouvellement cette année professeure en éducation préscolaire à l'Université de Québec en Outaouais. Moi, c'est Catherine Julien. Je suis au doctorat à l'Université Laval. J'ai une maîtrise en orthophonie, donc moi, c'est le langage qui m'intéresse particulièrement. Moi, c'est Camille Québec-de-Ronsier et je suis aussi étudiante à l'Université Laval, mais à la maîtrise en psychopédagogie. Moi, c'est Marie-Michel Dubois. Je suis étudiante à l'UQAC sous la direction de Stéphanie Duval et co-direction de Caroline Bouchard. Je fais ma maîtrise en éducation. Je travaille sur les habiletés sociales et préscolaires. Et elle vient en Belgique l'année prochaine. Et je vais en Belgique l'année prochaine. 6 mois en Erasmus. Moi, c'est Juliette Cadoré. Je suis chercheure de l'équipe. Je suis professeure au département des sciences de l'activité physique. Physique. Ah, c'est très bien. Alexandra Paquet, je suis auxiliaire de recherche au sein de l'équipe et étudiante à la maîtrise sous la direction de Nathalie et Joanne. Ton sujet? Mon sujet porte sur l'adaptation de Reggio Emilia en CPE québécois. Ah, j'ai une étudiante qui fait un mémoire sur la documentation, l'approche italienne en Belgique. Oh, ben, Donc, je vous mets en lien. Oui, Et ça va être, à mon avis, un très bon mémoire. c'est Donc, très près. oui. Oh, oui. Donc, Je note. Bonjour, je m'appelle Julie Lemire et puis je suis pas étudiante, je suis professionnelle de recherche. Je travaille beaucoup avec Nathalie Bigras et Gilles Quentin aussi, que vous connaissez, je pense. pardon? Et Gilles Quentin aussi. Ah, oui, oui, tout à Je fait. travaille avec les deux. Voilà. Bonjour, on s'est présenté tantôt, Cynthia Gagnon, je suis coordonnatrice de l'équipe de recherche nouvellement avec Catherine ici, qui est pas là. Alors, je vais me présenter brièvement. Donc, Florence Pirard. J'ai à la base une double maîtrise, donc j'ai fait en même temps les sciences d'éducation et la psychologie, mais du travail. Je dis souvent à mes étudiants, j'ai un parcours tout à fait atypique. Mes recherches ont d'abord porté sur le secteur agricole, le secteur sidérurgique et la petite enfance. Chercher le fil rouge, les démarches de recherche, action, formation. Donc les problèmes de nouvelles technologies dans le secteur sidérurgique et leurs effets sur la sécurité. Donc j'ai travaillé avec des mécaniciens dans la sidérurgie. Ensuite, j'ai travaillé, et mon mémoire de maîtrise en psycho du travail, c'était l'effet des nouvelles technologies dans le secteur agricole sur les conditions de vie des agriculteurs, notamment une ceinture qu'on met aux vaches pour repérer le moment du vélage. Et, mais ma prédilection au départ, quand j'avais commencé mes études universitaires, c'était pour créer une crèche. Mais mon titre ne vaut absolument pas et n'est pas reconnu dans les réglementations où on demande tout autre chose pour travailler dans les structures d'accueil des jeunes enfants. Et je suis très vite revenue à la petite enfance et j'y suis restée depuis plus de 20 ans. Alors, j'ai choisi un sujet pour aujourd'hui qui me tient à cœur et qui me semble intéressant quand je travaille sur la scène internationale. C'est un sujet récurrent dans mes publications et dans mes interventions. La Belgique n'est pas du tout un pays idyllique dans le HJE, franchement. Ce n'est pas pour le HJE, donc ici, l'accueil et l'éducation des jeunes enfants, tout ce qui est préscolaire. Je ne pense pas qu'on soit remarquable. C'est sûr que Reggio Emilia, Pistoia, San Miniato, les pays nordiques sont beaucoup plus attirants et inspirants. Et d'ailleurs, je ne me prive pas pour aller m'y inspirer. Mais, voilà. Il y a une chose dans les travaux de l'OCDE qui est mise en exergue, c'est qu'on a été assez pionniers, c'est même étonnant,
pour produire un référentiel qui donne des orientations, des guidelines dans l'accueil et l'éducation des jeunes enfants en dehors de l'école. Très souvent, dans les pays européens, il y a des programmes préscolaires pour l'école maternelle, mais c'est le vide complet pour le reste. Et là, on a été pionniers. Maintenant, avec la grosse question, qu'est-ce que cet outil, à quoi va-t-il servir? Alors, je suis très intéressée d'avoir ce séminaire ici, parce que quand je vais en France, par exemple, ils n'ont pas de curriculum. En Italie, même Reggio Emilia, il n'y a pas de curriculum en Italie, mais vous en avez un. Donc, ma première démarche, c'est de vous laisser un petit temps de réflexion. Comme ça, on pourra débattre. À quoi sert un curriculum? Vous, et puis alors, vous, à partir de votre contexte, je vous laisse un peu noter et essayer de mettre les priorités. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour noter, mais quand vous parlez curriculum, chez nous, on parle référentiel, vous utilisez peut-être encore un autre terme, c'est clair pour tout le monde? Et prenez les centres de garde petite enfance chez vous plutôt que l'école maternelle. Vous pouvez prendre les deux, mais surtout pour les centres de la petite enfance, ça fera lien avec ce que je dis. Ça veut dire quoi pour vous? À quoi ça sert? C'est vraiment ce qui donne des orientations pour les lieux d'accueil de la petite enfance. Donc, ce n'est pas pour la formation, c'est plutôt sur quoi se basent les projets des établissements, des accueillantes à domicile, de toutes ces personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille et en dehors de l'école, dans le cas présent dont je vais parler. Les filles de Laval, vous ne travaillez pas nécessairement dans le volet petite enfance des services de garde. Hein? Vos projets sont plus au préscolaire. Vous mettez préscolaire. Mais vous pouvez parler de Oui, préscolaire. parlez par rapport à vos réalités. Oui, oui. On fait une brève mise en commun? Ben oui. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un contrôle, hein, c'est pour moi m'ajuster. Oui? Ben, moi, je vois ça comme un cadre de référence pour les pratiques. Oui? Oui? Julie, tu vois ça comment, toi? Ben, j'aurais dit à peu près, il y a 20 minutes, tout à fait. Mais vous pouvez les changer, hein? Oui? Cadre de référence, oui? Sert à visiter nos interventions et nos interactions. Oui. Le lien d'orientation référentielle, je pense que c'est aussi ce qui beaucoup, je pense. Merci. Moi, j'avais noté donner des valeurs de référence, des valeurs pédagogiques, encadrer une intervention éducative. Terme valeur, oui. Moi, je dirais un cadre de référence qui donne à la fois des balises, Oui. des orientations, Oui. puis aussi, je dirais que ça sert aussi à sécuriser les enseignants ou les éducateurs. Les parents aussi, j'imagine. Oui. Puis ça aide peut-être aussi à créer une communication, un échange autour d'orientation, de valeurs. Oui. Bien, merci. Justement, les valeurs éducatives assurent peut-être une uniformité dans les services, une espèce de standard best practice. Oui. Oui. Ben, en fait, au Québec, on n'utilise pas le mot curriculum. Et vous utilisez? Parce que à la petite enfance, c'est programme éducatif, puis au préscolaire, à l'école primaire, c'est programme d'éducation, programme de formation de l'école québécoise. Ouais. Puis, j'ai l'impression qu'on n'utilise pas le mot curriculum parce que le mot, pour moi, quand je l'entends, c'est des objectifs, des outcomes pour les enfants, des prédéterminés de ce qu'ils ont besoin d'accueillir ou d'apprendre, de développer à la fin d'une année déjà établie. Tandis que plus les programmes, c'est plus qu'on a Ça entendu vous a- ici, des orientations, des valeurs pédagogiques pour mettre en place. Merci. Ouais, ben, je dirais, moi j'aurais envie de dire à quoi sert le curriculum pour les gens qui travaillent sur le terrain, comment ils le comprennent versus pourquoi il a été conçu. Parce que j'ai eu la chance de travailler sur
le comité qui a travaillé sur le programme éducatif Accueillir la petite enfance, hein, et ils ont consulté de nombreuses personnes, puis j'en étais à l'époque. Et je me souviens bien que à la petite enfance, pour le ministère de la Famille, hein, c'est géré par le ministère de la Famille, ils ne voulaient vraiment pas avoir quelque chose de rigide et c'était vraiment des grandes orientations. Donc, quelle est la philosophie éducative, quels sont les grands axes éducatifs que l'on veut valoriser au Québec, mais ce n'est pas non plus légiféré, c'est-à-dire qu'il n'est pas contrôlé dans son application. Alors, c'est ça, c'est les grands aspects, puis on a beaucoup insisté pour qu'il y ait des fondements éducatifs clairs qui y apparaissent, pour qu'on sache quelles étaient les orientations vers lesquelles on devait se tourner. Alors que, ce que je connais du programme d'éducation préscolaire, c'est que c'est un programme quand même plutôt, bien qu'il n'y ait pas d'outcome identifié sur les enfants devraient faire ça à telle année, c'est quand même identifier les compétences que les enfants doivent développer dans ce programme-là. Donc, on est beaucoup plus centré sur l'évaluation. Donc, je pense que ce programme-là est plus utilisé pour évaluer les enfants, alors que le programme éducatif de la petite enfance est plus utilisé pour orienter les éducatrices dans ce qu'elles devraient faire. Mais comment il est compris, ça, c'est une toute autre histoire quand on évalue la qualité à partir de ça après. C'est une belle question qu'on peut retrouver d'ailleurs pour l'approche italienne, hein, comment les choses se comprennent entre ce qui est imaginé au départ. Ouais. Et donc, ce que je propose, c'est vraiment très bien, j'ai bien fait de vous poser la question. Oui. Donc, on va repartir ici, on va un peu voyager hein, jusque la Belgique, la partie francophone de la Belgique, où il y a un curriculum depuis, vous dites 98, c'est juste? Oui. Moi, j'ai dit 98. Oui, attendez, je retourne en arrière. On aurait compris. Hein. Ouais, attendez, je retourne en arrière. Alors, donc, il y a 3 communautés en Belgique. Et on a chacun, donc moi je parle de la partie ici en vert, où on a un référentiel depuis 98. Mes collègues flamands viennent d'en produire un, donc Michel van den Broek, mais aussi Ferre-Levers de Leuven, c'est les 2 universités qui ont été appliquées, mais c'est tout à fait nouveau. Pour une fois, on était avant les Flamands. Et puis il y a une partie germanophone, j'aime bien d'y mettre parce que j'ai quand même travaillé 10 ans. Eux, c'est le désert, ils sont beaucoup plus proches de la culture allemande, et la petite enfance, c'est pas vraiment leur priorité, mais ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a été vraiment pionniers dans cette matière-là. Alors, pourquoi est-ce que ça ne... Voilà, je vais aller par là. C'est par là. Je voudrais bien cliquer et que ça tourne. Tantôt, ça tournait, voilà. Alors, quelques repères pour la Fédération Wallonie-Bruxelles pour que vous compreniez. Et je vais faire un tableau synthétique que j'utilise en général à l'étranger parce que sinon, on va parler de choses et on ne va pas se comprendre. Il nous faudra la matinée pour savoir de quoi chacun et d'où on parle. Donc, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 2 ministères qui s'occupent, pour partie l'accueil de l'enfance, pour l'autre tout ce qui est enseignement. Et pour superviser les lieux d'accueil de l'enfance, 0-12 ans, c'est l'Office de la naissance et de l'enfance, qui est directement concerné par ce référentiel, sa production, mais aussi sa diffusion, son accompagnement, son utilisation. L'ONE est une grande dame, où vous aurez l'occasion d'aller le 22 juin, qui va bientôt avoir 100 ans. On va fêter dans 2 ans. Il y a 2 axes. Il y a le suivi préventif des familles. Je ne vais pas parler de cet aspect-là, mais il y a tout ce qui est suivi, contrôle, autorisation, financement, accompagnement des lieux d'accueil, des professionnels de l'enfance. Et donc là, c'est poser la question à un moment donné, en fonction de quoi, en référence à quoi. Alors, Fédération Wallonie-Bruxelles, avant on disait Communauté française de Belgique, maintenant il faudra s'habituer, FWB. Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je vous propose d'essayer d'abord de nous situer chacun dans nos contextes. Je vais surtout parler de la colonne de gauche, mais vous avez la colonne de droite pour vous repérer. Donc, une des caractéristiques qu'on voit dans l'organisation de nos services, si on reprend les repères des organismes comme l'OCDE ou l'Europe, on est dans un des pays où les structures sont divisées, l'offre de services est divisée. Donc vous avez d'un côté tout ce qui est l'accueil de l'enfance, chez nous c'est de 0 à 12 ans, voire même au-delà pour les écoles de devoirs, et puis il y a par ailleurs l'enseignement. Et classiquement, quand il y a une offre de services divisée, c'est toujours pareil,
2 ministères différents. En général, l'école dépend toujours de l'éducation. Pour le moment, on a la même ministre. Enfin, elle vient de démissionner, on en a mis 2 en remplacement. C'est très révélateur. Et celle qui s'occupe de l'enseignement, c'était sa partie enseignement, c'est éducation. Et l'autre, c'est enfance. L'enfance, c'est pas l'éducation? La formation, vous travaillez avec des enfants à partir de 2 ans et demi chez nous à l'école maternelle. Hein. Chez vous, c'est plus tard. Chez nous, les enfants peuvent entrer, comme en France, à l'école et demi à 2 ans et demi. Vous avez un niveau de formation de niveau supérieur, Bac plus 3. C'est toujours dans des hautes écoles, avec une perspective d'arriver bientôt à une masterisation, comme dans les autres pays. Vous travaillez avec des enfants du même âge, 2 ans et demi, mais dans une crèche. Vous avez au mieux en Belgique le niveau secondaire professionnel. On n'a rien au niveau supérieur. C'est d'ailleurs pour ça que je suis retournée à l'université dans mon parcours, parce que j'ai travaillé 10 ans, j'ai quitté, je suis revenue pour créer en sciences de l'éducation dans le master des cours autour de l'éducation de l'enfance. J'ai des étudiants pour la plupart qui sont enseignants, y compris préscolaires, ils ne savent rien de ce qui se passe avant. C'est nébuleux. Avant 3 ans? Avant 3 ans. Avant l'école, pour eux, c'est des garderies, c'est des dames qui s'occupent, qui n'ont c'est surréaliste. Et donc, l'Université de Liège, je suis assez fière, en 2010, a décidé de réinvestir dans ce qu'elle avait décidé 10 ans plus tôt de supprimer et de faire en sorte que l'éducation, on a un master en sciences d'éducation, c'est dès la naissance jusqu'à tout au long de la vie. Donc, on a des structures séparées et classiquement des moins bonnes formations, des moins bonnes conditions de travail, de moins bons salaires pour les personnes qui s'occupent des enfants avant l'école maternelle, alors que pour nos enseignants de la maternelle, ils ont dans notre pays la même formation que les autres enseignants, sauf pour ceux du supérieur, secondaire supérieur, le même profil de compétences, les mêmes conditions de travail. Donc, il y a une grande disparité et qui risque, si je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, de se renforcer, puisque au lieu de penser ensemble l'ensemble du système, on pense à la masterisation des enseignants sans se poser la question des autres. On a, vous avez comme vous, on a ce qu'on appelait un curriculum. Alors j'ai mis curriculum mais vous mettez programme. On a bien sûr à l'école maternelle pour les autres écoles, mais aussi, et ça est de longue date, des référentiels, ce qu'on a appelé nous des référentiels psychopédagogiques, et j'insiste parce qu'on est dans un pays qui a une culture très axée sur l'hygiène, sur le sanitaire, sur le médical, c'est lié à notre histoire. Mais le psychopédagogique, reconnaître la spécificité éducative des jeunes enfants, c'était le vide. Et on en a 2. Mais, alors, on peut critiquer d'en avoir 2, mais là, on a commencé par les 0-3 ans. Et sur la scène internationale, c'est votre force aussi, c'est la nôtre aussi. Très souvent, il y a peu de pays qui se sont centrés sur les tout petits. Ça commence. En Angleterre, ils ont créé un curriculum. Et selon les pays, l'OCDE revendique et situe les curriculums comme l'un des leviers pour la qualité. Mais ça veut dire des choses très différentes. Dans les pays nordiques, c'est quelques lignes directrices. En Angleterre, c'est très développé et quasi normatif. Hein. On impose des pratiques. Et chez nous, on est dans quelque chose de quand même relativement précis, vu le niveau de formation de nos personnes qui n'ont pas le bagage. Donc, il a fallu qu'on explicite quand même ce qu'on entend par les orientations qu'on donne, sinon on ne comprend rien. Mais elle ne dicte pas une manière de faire. On a la même position que vous, c'est de dire on a un cadre, on a des orientations, mais c'est aux professionnels dans leur contexte de définir concrètement comment elles vont le mettre en œuvre. En 98, on a travaillé, comme toi, j'étais autour de la table pour produire le premier référentiel. Et au début, je m'étais dit, mais à quoi ça va servir? Comment nos professionnels, avec leur niveau de formation, vont comprendre ce qu'on raconte, puisqu'elles n'ont pas de formation psychopédagogique. Après coup, c'était le fil rouge de toute ma carrière, de me dire, mais comment en faire quelque chose qui a du sens et qui permet aux gens de développer une qualité d'accueil. On a poursuivi avec le 3-12 ans, ça je pense qu'on est assez aussi pionnier en la matière. Donc tout ce qui est garderie extrascolaire, il y a un référentiel en 7 volumes très détaillé qui donne des orientations pour tous les secteurs, centres de vacances, écoles de devoirs, garderies, et il est très très bien fait. Et on en a un 3e qui a été fait sur le soutien à la parentalité avec l'enseignement. Ça, c'est pas l'ONE tout seul, c'est tout un ensemble de structures très génériques qui essayent de donner un peu d'intelligibilité dans cette notion de soutien à la parentalité qui peut vraiment questionner, mais qui devrait être suivi de toute une série de satellites, de documents plus précis, et un devrait porter sur les lieux d'accueil. Mais
au vu de ce que j'ai lu en première version, il reste encore du travail avant qu'il ne soit finalisé. Alors, on a une obligation dans tous les services, même une accueillante à domicile qui travaille seule dans la maison, elle doit avoir son projet d'accueil. C'est une obligation légale. Depuis 1799, on a un code de qualité qui dit que toute personne, toute équipe doit avoir un projet d'établissement. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est ce projet ? Et l'ONE est chargé de l'évaluer. Donc, se poser la question, sur base de quoi va-t-on évaluer ce que les gens ont produit comme projet ? Qualification du personnel, je l'ai dit, très problématique et je travaille énormément sur cette question-là. Alors, on n'a pas de système de validation des compétences, ce qui est un problème chez nous, parce que, par exemple, l'Angleterre, la France, c'est fort développé. Tout ce que vous apprenez à l'école, vous pouvez l'apprendre aussi par d'autres voies qui peuvent être reconnues et certifiées, ce qui permet une mobilité. L'Angleterre, pour ça, est vraiment très intéressante dans les systèmes de validation des compétences qu'elle a mis en place. Nous, on n'a rien de tout ça. Si, à l'université, des personnes peuvent venir sur base de dossiers, mais on n'a pas les systèmes tels que c'est mis dans d'autres pays. Et si j'ai bien compris, dans votre cas, vous n'avez pas non plus énormément d'éléments et d'outils mis en place pour favoriser la mobilité. Mais Ça existe. Les diplômes ne sont pas Non, reconnus il y a comme pas les diplômes, mais si je comprends bien, c'est comme une reconnaissance des compétences acquises. par l'expérience. Par les, oui, qui peut être accordée par les cégeps. Alors, Oui, mais pour demeurer dans le secteur des garderies, tu n'auras jamais une reconnaissance d'acquis pour passer comme une éducatrice qui a son diplôme, pour passer au préscolaire, non. à l'école. Mais ton Et là, expérience de l'absence de 20 ans. mobilité. Ouais. Dans Une ton dame, par domicile, exemple, qui n'a pas fait le service, comment vous avez dit, cégep, là, Ouais, les cégeps. qui a travaillé, je suppose que vous avez aussi des accueillantes à domicile, vous Oui, avez des oui, gens qui oui, travaillent, Oui. et elle décide de vouloir travailler dans une garderie. Oui, Elle peut reconnaître, Oui, dans une garderie, oui. et elle a un système de reconnaissance Oui. des acquis. Oui. Chez nous, pas. Et quand ça reste dans le ministère Mais de même la les famille, familles. ça va. Mais il ne faut pas passer au C'est ministère au de l'Éducation. secteur. Ça, c'est- Donc, il faudra ça, que c'est vous êtes dans- déjà plus mobile que nous. Ah, OK. Vous avez des choses qu'on n'a pas. Nous, on n'a pas. Quelqu'un qui est du niveau supérieur, c'est SUBAS à l'université ou dans les hautes écoles de dossier. Pour le niveau secondaire professionnel, ce qui est notre cas pour les professionnels de l'enfance qui travaillent avec les enfants et les familles, les seuls systèmes, c'est des validations de compétences sur base de titres. On décompose les métiers en parties et les gens doivent faire la preuve. Et c'est surtout pour des métiers techniques. On vous donne des ardoises et vous devez faire un toit. Et prouver que vous savez le faire. Avec des enfants, ça pose quand même d'autres questions. Et donc, Oui. pour le moment, on n'a pas. Alors, formation continue, on a davantage développé la formation continue que la formation initiale chez nous. Donc, l'ONE est chargé de piloter un programme triennal avalisé par le gouvernement et supervise l'offre de formation. Mais c'est des formations toujours de courte durée, alors qu'il y a un travail très intéressant d'Europhone qui vient d'être produit, qui montre que des formations de courte durée avec des personnes peu qualifiées, on le savait, mais maintenant on a des connaissances qui le prouvent, ont peu d'impact. Et donc, il faut reprendre les choses à la base. Donc voilà un peu la configuration. On a beaucoup de points communs, je pense, dans l'organisation, mais on part avec pas mal de problèmes dans notre cas qui restent à résoudre. Et on a en commun ce curriculum. Alors le curriculum, justement, contexte d'élaboration, c'est toujours intéressant de se réassurer. Le tournant des années 90, je crois au Québec, vous êtes aussi dans un tournant à ce moment-là. Et un peu partout dans différents pays, c'est vraiment un moment tournant. On s'est beaucoup intéressé aux questions de qualité. J'avais fait ma thèse sur les questions d'accompagnement et de qualité et j'ai retrouvé ça à peu près partout. Beaucoup de programmes de recherche qui touchaient à un foisonnement, mais avec toutes des recherches éparpillées. Ça, c'était une autre difficulté. Des textes de loi, j'ai dit tout à l'heure, l'obligation d'avoir un projet d'établissement, ça date de la fin des années 90, au même moment, avec la grosse question de comment est-ce qu'on va évaluer ça. Et donc la production de référentiels a été vraiment l'idée de partir de ce foisonnement, cette idée, tout le monde veut de la qualité, hein, que ce soit les parents, les familles, les professionnels, les politiques, tout le monde en veut, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Il y avait la volonté d'avoir une prise de position et de rassembler et de prendre appui sur toute une série de recherches qui existaient. Et c'est l'Université de Liège, à l'époque, l'Université de Liège continue à investir et avait une longue histoire dans l'enfance, qui a coordonné cette recherche avec Lili Mani. J'étais jeune chercheuse à l'époque dans cette université. Alors,
charte curriculum référentiel à peu près partout. Et même maintenant, quand je dis qu'en France, il n'y a pas de curriculum, Sylvie Renin a écrit un bouquin sur cette question, c'est un peu un de ses chevaux de bataille. Mais il y a souvent au moins des chartes. Si je prends la ville de Genève, elles ont leur charte, à Lausanne aussi. Enfin, quand on regarde les régions, partout, il y a ce souci que les personnes ne définissent pas leur projet en fonction de leurs propres références, mais qui est un choix sur base de connaissances, mais aussi de valeurs, comme vous l'avez dit. Je trouve que c'est vraiment important. Ce n'est pas qu'une question de connaissances, c'est aussi une question de valeurs. Et cette volonté, et on a ces débats à l'OCDE, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs réunions en ce sens-là, on sent vraiment un côté très frileux de toute une série de régions et un refus de rentrer dans des démarches standardisées. Et de se dire que ça doit être quelque chose qui est un positionnement dans une région, relativement souple, qui n'édicte pas la façon de faire, mais qui donne quand même des orientations. On est comme un funambule là, sur un fil là. Et donc l'idée, c'est d'avoir des supports utiles à des réflexions partagées, et je ne mets pas collectives, parce qu'on risque alors de tomber dans quelque chose de standardisé, et à propos des pratiques éducatives quotidiennes. Ça, c'est un enjeu, je trouve, et les Italiens, pour ça, sont très forts. Ce n'est pas réfléchir en général ce qu'on pourrait faire, mais concrètement, avec ses enfants, ses familles, au quotidien, quel choix a-t-on? Et des outils au service de l'analyse des pratiques éducatives et de leurs effets. J'y faisais allusion hier. J'ai beaucoup travaillé avec l'équipe du CRESAS, Mira Stambach, qui a maintenant 90 ans. Et j'aime bien sa phrase, c'est elle qui m'a sensibilisée à ça en me disant « Oui, analyse des pratiques, mais analyse des pratiques, c'est-à-dire des effets. » Et c'est vrai, l'analyse des pratiques, c'est parfois un discours à vide. On parle, mais ça donne quoi? Et donc l'enjeu qu'on a vraiment, c'est de se dire « Qu'est-ce qu'on met en place? » On a la responsabilité de se dire, principe d'éducabilité dont on parlait hier, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut se développer, mais en tant que professionnel, on a à mettre en place les conditions pour que ce soit possible, et on a l'obligation d'analyser, d'évaluer pour voir ce que ça apporte, pour qui, du point de vue de qui. Et donc, se poser la question, est-ce que ça va être vraiment vecteur de professionnalisation ou le risque de standardisation dont on parlait tout à l'heure? On est toujours entre les deux. Donc vraiment, l'idée qu'on avait, on retrouve ce que vous avez dit, cadre de référence chez nous aussi, pour des orientations éducatives claires, ce qui n'était pas évident, parce que très souvent, dans le service de la petite enfance, on disait on n'est pas comme à l'école, mais on ne disait pas ce qu'on était. Et donc, notre volonté, c'était de dire, mais c'est quoi l'éducation des jeunes enfants? Avec vraiment ce souci de permettre aux professionnels d'avoir un outil pour élaborer leur projet éducatif, mais aussi pour ceux qui vont devoir l'évaluer, savoir sur base de quoi, et accompagner. On disait hier, on accompagne, on ne juge pas. Je n'ai rien dit, mais pour moi, ce n'est pas juste. Madame Beauvais a écrit un article sur « Accompagner, c'est juger ». Expliquez-moi comment on peut accompagner sans évaluer. Ce n'est pas possible. Il y a ce tabou de l'évaluation, alors que évaluer, c'est ex-valuere, c'est mettre de la valeur. Donc, je crois que c'est important à le rappeler. Et donc, avec ce souci d'être vraiment, déjà dans l'élaboration, on était déjà dans un processus vraiment participatif, où on avait autour de la table des chercheurs, des gens dans la pratique, des gens de la formation continue, des gens de l'ONE, toute une série d'acteurs. Donc déjà à ce moment-là, la question de qui va participer, ne n'oubliez personne, était déjà bien présente. On était un gros groupe pour travailler ça pendant 2 ans. Ça a duré 2 ans, l'élaboration. Et je vais dire que quand le produit est fini, ça ne fait que commencer. Parce que c'est sorti en 2000 et depuis lors, je travaille dessus. Donc, et encore maintenant, plein de gens ne le connaissent pas. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Alors, un cadre de référence fondé sur une conception dynamique de construction de savoir, et savoir au pluriel et pluridisciplinaire. Je suis très contente d'avoir l'éducation physique ici, parce que les questions de liberté de mouvement, c'est vraiment un fil rouge, vous allez voir. Et on vient de créer une unité enfance, où on a quelqu'un de des sciences de la motricité, comme on dit chez nous, autour de la table. Et ce n'est pas un référentiel type catalogue, parce que les référentiels sont souvent, on parle de référentiel métier, référentiel compétences, référentiel formation avec un checklist qui n'en finit pas. C'est pas ça. Alors psychopédagogique, parce que c'est vraiment les conditions de vie de développement des enfants qui sont mis au cœur. C'est un choix qu'on a fait. On avait une collègue de votre équipe qui faisait allusion, je me retrouvais vraiment bien dans ce qu'elle disait. À propos des pratiques éducatives, considérées comme des options réfléchies, alimenté de savoir de différentes disciplines, et on est dans un secteur où les choses peuvent être tout le temps en tension ou en contradiction. Je reprendrai peut-être des exemples tout à l'heure si j'ai le temps.
avec des finalités individuelles, mais aussi sociales. 2 référentiels, alors là, je vais vite puisque je l'ai déjà dit. Le premier, le titre « Accueillir les tout-petits, oser la qualité ». Le « oser », je vous assure qu'il n'est pas neutre, ce terme. Et puis après, on a mis « viser » pour les 3-12. Vous avez les... C'est que notre référentiel Accueillir la petite enfance a été créé en s'inspirant. Hein? C'est vrai? Ah, ça, je ne savais pas. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'engouement autour de ce que vous veniez de Enfin, publier ah bah à oui. ce moment-là. Et vous aviez eu une délégation peu de temps, Oui, oui. Pascal Camus, Marie-Paul Bérin, Ouais. Brigitte Marchand, il y a des gens qui vont revenir. Alors, vous pouvez avoir accès en PDF aux documents, ils sont téléchargeables, donc j'ai mis, donc on a, voilà, le premier bouquet de fleurs pour le premier référentiel, c'est sous la forme d'un bouquin d'une centaine de pages, donc il est long. Mais tout ce qui est écrit dedans, c'est des orientations, c'est des observations qui ont été vraiment dégagées du terrain, c'est toutes des choses qu'on a produites avec les différents acteurs. Donc, le premier 03, on a d'abord fait une bande-annonce. Si vous lisez ce document, je vous invite à le lire parce qu'il est toujours d'actualité et c'est une lecture obligatoire pour tous mes étudiants. Donc, quand vous viendrez en Belgique, vous le lisez. Voilà. La bande-annonce, c'était pour ne pas décourager. Chez nous, les professionnels d'enfance ne lisent pas. Et donc, il fallait quelque chose qui accroche. Donc, le style de la bande-annonce n'est pas le style du reste. Mais on espérait qu'au moins il rentre dans le bouquin. Ensuite, on a mis l'accent sur le premier chapitre, c'est les liens. On a beaucoup discuté. Et on s'est dit, c'est vraiment important de faire reconnaître qu'il y a d'abord une histoire, l'enfant ne vient pas sans histoire, et qu'il faut construire des liens d'une nouvelle nature sur des liens qui sont du déjà là. Et on a beaucoup discuté sur le terme lien. Est-ce qu'on prend relation, interaction? Et finalement, on a choisi lien. Et donc, c'est le premier chapitre qui donne l'importance de construire des liens d'une nature professionnelle qui n'est pas la relation parentale, parce qu'il y a encore, malheureusement, encore beaucoup d'ambiguïté chez nous sur ces questions-là, posture professionnelle, posture parentale. La question de socialisation, on a voulu une approche critique. Beaucoup de parents disent on veut confier notre enfant pour la socialisation. Ça ne va pas de soi. Chez nous, on accueille les enfants très très jeunes, hein. Souvent vers l'âge de 3 mois, les congés de maternité étant ce qu'ils sont, et parfois plus jeunes. Si c'est des enfants d'indépendance, c'est plus jeune. Quand j'ai invité mes collègues suédoises, parce que j'essaye de faire comprendre ce qui se passe ailleurs aux personnes de chez nous, et se dire que nos façons de penser, on peut les penser autrement, ils ne se comprenaient pas, et ce n'était pas une question de langue. J'avais invité une collègue suédoise qui parle très bien français, Ingrid Engdahl de Stockholm. La question que les personnes chez nous avaient, quand les Suédois expliquaient qu'il y avait 18 mois de congés de maternité parentaux, parce que c'est distribué entre la père et la mère, ils disaient oui, mais si la maman veut retravailler toute seule, avant, si elle ne veut pas, c'est un long congé de parentalité comme ça. Les Suédois ne comprenaient pas. Pour eux, c'est une question qui n'a pas de sens. Et sur la scène internationale, très souvent, on nous regarde en disant mais comment est-ce possible d'accueillir? Et c'est vraiment des débats de fond. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant? Si on réintègre aussi une perspective développementale, comment est-ce qu'on gère tout ça? De nouveau, historiquement, on a un choix et c'est notre réalité. Donc le parti pris qu'on a eu, c'est d'autant plus qu'on accueille des enfants très jeunes, c'est vraiment important de soigner et de ne pas faire de l'improvisation. Mais ça ne veut pas dire que c'est un... Et donc socialisation pour un enfant d'1 mois, 2 mois, 3 mois... c'est se dire, ça ne va pas de soi. Donc le message qu'on a voulu mettre en avant, c'est questionnons ce que ça veut dire la socialisation primaire, socialisation secondaire dans le cadre d'une collectivité. Alors l'activité, je crois qu'on n'en sortira jamais de cette question d'activité. C'est l'activité, ce n'est pas les activités. Comment soutenir l'activité des enfants, offrir un cadre riche, plein d'exploration et pas le programme d'activité qui est complètement décalé par rapport à ce que les enfants auraient envie de... Et là, l'approche italienne est vraiment intéressante, parce qu'il s'agit bien d'organiser quelque chose. Ce n'est pas de l'impro, ce n'est pas du laisser-faire, mais c'est vraiment le soutien à l'activité, au projet des enfants, et ils ne savent pas à l'avance. Je montrerai, sauf si vous me dites qu'ils l'ont déjà vu, j'ai mis beaucoup de choses dans mon PowerPoint pour demain, mais l'expérience sur la lumière, je la trouve géniale. Et ça, ce n'était pas prévu. Voilà, on voit un intérêt pour les enfants, pour la lumière, et on va commencer à aménager. Et les référentes, co-référentes, le système de référence qui est mis en place permet de suivre pendant des mois et des mois sans savoir ce qui va être vraiment produit, ce qui n'est pas toujours la logique des professionnels. Et on a un chapitre sur projet éducatif, rappelez-vous, le référentiel a été produit. Alors trop souvent, il y a une lecture trop réduite de la notion de projet éducatif vue comme un produit.
Et ce qu'on a voulu vraiment faire comprendre, c'est que c'est une dynamique. D'ailleurs, notre code de qualité prévoit une révision tous les 3 ans, avec un plan d'amélioration. Ça, je trouve que c'est un outil intéressant. Donc, ce n'est pas un document figé dans une armoire, c'est une dynamique d'équipe, un processus à mettre en œuvre. Et enfin, les questions d'équité, d'accessibilité, comme dans tous les pays divisés, on n'est pas dans une offre universelle et encore moins proportionnée. On est dans un système où il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde. On est mieux situé que la France, mais on a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux structures d'accueil, et en particulier les milieux précarisés, les familles monoparentales, c'est-à-dire les personnes qui en auraient normalement le plus besoin. Alors, référentiel 3.12, il y a 7 livrets comme ça, téléchargeables. Si tout ce qui est accueil extrascolaire vous intéresse, vous pouvez y avoir accès, mais je ne développerai pas ça aujourd'hui. Et le référentiel soutien à la parentalité, il est aussi accessible, mais je ne le développerai pas non plus aujourd'hui. On est en train de faire un travail très intéressant avec une collègue italienne avec qui je peux mettre en contact pour le travail sur l'approche Reggio Emilia. Elle est plutôt de Florence, et je travaille avec elle sur les questions de relations parents aux familles. C'est vraiment intéressant, donc ça je pourrais rendre. Alors l'apport des référentiels, donc je vous ai dit, moi quand j'ai participé au groupe, je me suis dit mais ça va servir à qui, à quoi, et j'étais un peu critique. Et donc j'ai dû m'obliger, surtout que pendant 10 ans j'ai investi dans une nouvelle fonction que l'ONE a créée comme conseillère pédagogique. Je me suis dit je vais moi-même d'abord essayer de voir ce que peut être cette fonction, et la première mission que je me suis donnée, puisque je suis arrivée en 2001, j'ai travaillé à l'ONE de 2001 à 2010, ça a été diffuser les outils et donner des outils qui permettent d'évaluer, d'accompagner la qualité en fonction du code. Et donc, une des premières missions, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce référentiel et comment peut-on travailler ça quand on est tout seul sur l'équivalent d'un département. Donc, on n'était pas en masse comme conseiller pédagogique. Donc, je vous expliquerai comment on a fait. Alors, ce que je me suis rendu compte après coup, c'est que c'est quand même très important d'avoir ce type de document. Expliciter des orientations partagées fondées sur des connaissances, alors que très souvent, pour les personnes, elles font ça comme elles le sentent, c'est une évidence, mon expérience fait que, et on ne met pas suffisamment en exergue qu'il y a véritablement des savoirs et des savoirs pluridisciplinaires qu'il est important de prendre en compte. Bien sûr, ce n'est pas une simple application des savoirs, les pratiques ne sont pas une application de la recherche. Il y a des croisements avec des observations, mais la place des savoirs est bien là. Mettre en évidence le caractère professionnel et éducatif de l'accueil. Ce n'est pas en fonction de son expérience maternelle. Je travaille aussi sur les questions de genre. Ça reste malheureusement encore quelque chose de très prégnant. Souligner l'importance des conditions éducatives à mettre en œuvre de la même manière qu'une école, même si ça ne se concrétise pas de la même façon. Il y a des conditions éducatives et il y en a des plus valables que d'autres. Alors, quand on produit, on a un référentiel, on a un cadre de référence, ça ne veut pas dire qu'il va faire référence. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'il fasse référence? C'est là que je dis que ça ne fait que commencer. Alors, des questions que je me suis posées qui m'ont vraiment poursuivi tout du long. Comment le produit est réalisé par une minorité d'acteurs, même si on était une vingtaine de personnes autour de la table, ce n'est pas grand-chose par rapport à une fédération. Et je suppose que vous avez le même problème au Québec. À d'autres qui n'ont pas participé à l'ensemble de la démarche. Très souvent, les outils servent d'abord à ceux qui les ont produits. On a eu la même question hier avec le guide sur le passage transition à l'école. Un document est produit, mais comment il va faire sens aux gens? Comment éviter les mécanismes aussi bien de rejet, d'assimilation ou d'application? On prend à la lettre, on applique. Ça n'a pas de sens. Une pratique qui a un sens dans un contexte peut n'en avoir aucune dans un autre. On rejette, voilà encore quelque chose qui nous vient d'en haut, auquel on n'a pas participé. Ou assimiler, bah oui, il n'y a rien de neuf là, c'est ce que je faisais déjà. Comment des productions de ce type peuvent-elles inciter des acteurs locaux à construire ensemble la dynamique d'équipe, la dynamique participative, et même des accueillantes qui travaillent toutes seules? Comment faire en sorte qu'elles ne soient pas seules? J'ai toujours fait le choix d'aller où personne ne voulait aller. Les gens les plus isolés, et je faisais 300 km par jour pour aller dans la région reculée et rurale. J'avais beaucoup d'accueillantes à domicile et il y a moyen de développer des dynamiques interactives, y compris dans ces contextes-là. Faire en sorte qu'ils construisent ensemble des projets qui peuvent être à la fois transversaux parce qu'il y a ce cadre de référence, mais à la fois spécifiques. Et c'est cette tension-là qu'il faut pouvoir travailler. Alors, du coup, il faut réfléchir à une diffusion, et j'ai mis accompagner parce que, ayant travaillé 10 ans dans une administration publique,
l'idée n'est pas nécessairement d'accompagner. On a produit, on va envoyer. Oui. Mais non, si on envoie, ça ne servira à rien. Il faut accompagner la diffusion. Mobiliser différents acteurs concernés au niveau local sans exclusion. C'est ce que j'ai dit hier. Mon obsession, c'est qui a-t-on oublié ? On pense toujours à une série de personnes, mais on en oublie toujours. Et donc, je trouve ça très heuristique de se poser la question, oui, et qui d'autre ? Rechercher chaque fois une articulation étroite entre les objectifs, les pratiques éducatives des lieux d'accueil et les orientations générales. On a ce cadre, on ne va pas l'appliquer. Il y a les pratiques qu'on met en œuvre et on essaie de trouver un équilibre en évitant les dérives que j'ai dit tout à l'heure d'une standardisation où, quelle que soit la crèche, on arrive au même résultat. C'est par exemple ma crainte avec Émilie Romane ou l'approche italienne qui pourrait devenir le modèle. Je suis allée en Italie il n'y a pas tellement longtemps et j'entendais toutes les gens. L'Université de Florence avait fait un colloque européen pour mettre... Et toute l'introduction, ça a été le modèle toscan, le modèle toscan. Je me suis dit, c'est dangereux parce qu'ils deviennent de plus en plus reconnus sur la scène internationale comme des centres d'excellence, entre guillemets. Et ça exerce une pression sur eux. Et leur approche est justement tout le contraire d'un modèle. C'est pas ce qu'ils disent. Hein. Ah Quand non. on invite les gens des milieux, ils vont nous dire, mais c'est non, pas un vous modèle. pouvez pas faire Régio, c'est pas ça. Non. Vous pouvez vous en inspirer si vous voulez, Voilà. vous pouvez adapter des choses. Mais quand vous allez chez eux, ici derrière moi, je reparlais avec Michel qui était là aussi, Michel Vandenbroek, et il pensait comme moi, c'était très interpellant. On sent qu'ils ont quelque chose aussi en même temps à défendre, une image sur la scène internationale. Mais donc ça, c'est, je crois, quelque chose qu'on doit toujours avoir en vigilance. Et avoir quelque part, à travers cette diffusion, ne pas avoir quelque chose de ciblé par secteur, par type de professionnel, mais dans quelque chose où on va soutenir finalement une dynamique locale, où des acteurs qui travaillent parfois dans des services différents, parce qu'on a une variété de services, peuvent se retrouver ensemble, parce qu'il y a quand même quelque chose de commun entre tous ces gens-là. Ils accueillent des enfants qui ne sont pas les leurs, dans un cadre professionnel, mais avec des configurations, des contextes, des qualifications, peut-être une réglementation différente. Alors, comme on avait des personnes très peu qualifiées qui ne lisaient pas un bouquin de 100 pages, notre premier boulot en tant que conseil pédagogique, c'était de produire 3 brochures. Et c'est là que je dis, on a du boulot, parce que tout le monde connaît ces brochures, mais beaucoup de gens ont oublié le document de référence. Or, ce n'était qu'un outil pour accompagner le référentiel. Donc, il faudra vraiment pouvoir le retravailler. Et on a mis en place toute une série de dispositifs, puisqu'on avait créé cette nouvelle fonction de conseil pédagogique. On était 6 pour toute la fédération Wallonie-Bruxelles. On a chacun, dans nos régions respectives, animé 8 journées pour accompagner la diffusion de ces documents-là et susciter une réflexion interactive autour. C'est les 3 brochures, elles sont téléchargeables aussi, donc tout à fait accessibles. On n'a pas mis le lien, mais je peux vous le renvoyer. Ça, toutes les structures, donc ça c'est important aussi que tu puisses le lire, toutes les structures le connaissent. Alors, on a fait donc des brochures, on a commencé par les familles. Là aussi, c'était un choix. Tout le monde nous disait, pourquoi pas commencer par les enfants ? Le travail avec les familles, chez nous, est un vrai problème. Si on pouvait accueillir les enfants sur les familles, qu'est-ce que serait plus simple ? On dit souvent cette phrase-là ici aussi. Oui, alors on s'est dit, on va commencer par mettre les familles. Et puis, la rencontre des enfants, ça c'est évident. Mais le 3e, soutien à l'activité professionnelle, en se disant, si on veut bien accueillir les enfants et les familles, il faut aussi soutenir les professionnels. Et donc, on a mis tout un dernier chapitre sur ces questions-là. Avoir des repères clairs, précis ici aussi, qui permet vraiment de se dire, qu'est-ce qu'on fait, en fonction de quels critères, mais pas, et j'insiste, et j'ai vu encore des lieux où c'était utilisé comme ça, un guide à l'écriture, donc le projet d'établissement devient communiqué aux parents, alors que c'est tout à fait illisible pour les parents. Critère 1, on a 15 repères. Repère 1, repère 2, on reprend et ils traduisent ce qu'on leur a proposé. C'était pas ça, c'était pas prévu pour faire ça. Et c'est pas des bonnes pratiques. Donc ce sont des documents très intéressants parce qu'ils permettent d'expliciter. Si on veut, par exemple, on parle d'une phase de familiarisation. Je crois que personne ne remet en cause l'importance de mettre en place une familiarisation qui n'est pas une procédure d'adaptation. Donc pour bien comprendre que ce n'est pas une procédure d'adaptation, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je ne sais pas ce qui se passe. Touche. Je Vous joue. touchez au tableau, Cynthia. Parce que c'est un tableau intelligent. Démarrage Windows. C'est comme si c'était
Donc, on donne toute une série, chaque fois on explique le sens, on a mis 2 colonnes, on a mis des critères pour démarrer et pour aller plus loin, et puis une colonne avec des témoignages, parce que ces documents ont été produits avec un ensemble d'équipes partenaires, ça ne fait plus. Si tu cliques sur ta souris, peut-être. Tu veux essayer? Parce que Non, tu as peut-être des doigts magiques, parce que moi... Elle veut plus. Va donc chercher tes tiens, je suis Donc, je regarde ce qui venait après, comme ça. Comment? Et alors, on a donc une deuxième colonne avec des témoignages. Les témoignages que quand on leur faisait lire les documents, on a fait des comités de lecture, on a fait lire à des accueillantes à domicile, à des puéricultrices de crèche. Puéricultrices en Belgique, ce n'est pas les infirmières françaises. C'est les personnes qui travaillent avec les enfants, à des responsables de structures, de différents types de structures. Et on leur demandait, mais comment vous vous retrouvez? Avez-vous des photos qui documentent? Avez-vous des témoignages? Et donc, dans la deuxième colonne, il y a toute une série de témoignages. C'est très bizarre. Ouais. Mais l'idée n'est pas de prendre à la lettre. Ah, ça a l'air de... Oui. Je dois retourner là, alors. Voilà. Donc, les options qu'on a prises, c'est de dire, il y a des pratiques souhaitables, tout ne se vaut pas, on n'est pas dans la relativité éducationnelle, mais on accorde suffisamment d'ouverture, comme on l'a dit, pour pouvoir s'ajuster à chaque contexte. Alors, donc, recherche, référence, référentiel. Des prescrits, nous, c'est le code de qualité. Vous avez certainement votre réglementation. Et un terme qui me tient beaucoup à cœur, c'est la référentialisation. Il ne vient pas de moi, c'est de Figari, qui n'est pas du tout un spécialiste de l'enfance. Mais je trouvais que c'était intéressant par rapport au référentiel, entre les critères établis, entre les cas de référence, et puis ce processus de référentialisation qui fait sens aux professionnels de terrain, comment organiser la rencontre entre les deux. Et je crois que c'est là qu'on est vraiment... donc c'est quelqu'un quand même de très connu en sciences de l'éducation, mais pas du tout de mon domaine, mais que je trouve vraiment pertinent à mobiliser par rapport à nos travaux. Alors, outre cette production de référentiel, cette approche où on essaye de le faire connaître et qui a pris toute une série d'années, je pense qu'une manière aussi de le mobiliser, c'est de prendre des portes d'entrée. Il n'y a pas la bonne porte d'entrée. Je vais vous donner 2 exemples qu'on a travaillés, mais dans les 2 cas, il y a des spécificités qui donnent des guidelines, peut-être, des orientations qui permettent de comprendre, mais c'est quoi l'accompagnement des professionnels de l'enfance. C'est assez amusant, on a parlé de Maëla Paul, qui fait assez référence dans l'accompagnement, mais qui n'est pas une spécialiste de l'enfance. On a fait notre thèse à peu près au même moment. Et ceci, en même temps que je travaillais avec des terrains sur l'accompagnement du référentiel à partir des portes d'entrée, j'étais en même temps dans une réflexion sur ma thèse pour essayer de réfléchir, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Donc je vais essayer de donner 2 exemples, mais à travers les exemples de dégager quelque chose de plus transversal. Et j'ai quelque chose pour vous, parce que le démarrage, c'était la question du mouvement. Donc, j'en avais 5 au départ, mais c'était beaucoup trop long. Donc, j'ai choisi le premier projet et le dernier. Alors, pour une liberté de mouvement, nos référentiels, la liberté de mouvement, c'est vraiment quelque chose, le libre mouvement, quelque chose de fondamental. Et je crois que demain, vous allez y revenir. Nos références, ça a été d'abord Amy Picklor, de l'approche LOXI, mais il y a Au Couturier, qui est pour l'école maternelle chez nous très très présent. Je ne sais pas si c'est une référence connue ici. Quelqu'un qui va présenter demain sur l'approche Au Couturier. En fait, oui, il travaille avec ça depuis 20 ans. Vous connaissez Au Couturier? Voilà. Et alors, il y a un Belge, je ne sais pas si vous connaissez, Koeman, qui inspire aussi des lieux d'accueil, qui est une approche plus kinée. Donc, les références et les ressources et savoirs, on les a. Le référentiel était déjà produit. Clairement, il est marqué tout du long l'importance d'une liberté de mouvement pour le jeune enfant, pourquoi le sens et les références sont bien là. Mais pourtant, ce n'était pas du tout évident. Et comment passer du critère qui était dans le référentiel à une référentialisation des pratiques où les critères sont réinterrogés? Ça veut dire quoi, la liberté de mouvement? Alors, vous voyez à gauche et à droite, vous avez ce genre d'ustensile, vous avez déjà vu ici au Québec? Ouais. Chez nous, on en a toutes les sortes. Hein. Balançoire comme ça. Ah, les balançoires de toutes les sortes, y compris dans... les lieux d'accueil. Ah ben nous, il y a des lieux où il y avait des choses comme ça, des choses électriques. Et alors, le machin là en bas, Ouais, table d'éveil, interdit. ah, magnifique. Chez nous, c'est pas encore interdit. Les trotteurs avec des roulettes, oui. Ouais, surtout.
mais des choses qui coincent, on en a toutes les sortes. Et donc, on était avec ce référentiel, j'étais conseillère pédagogique, et le but, c'était de voir est-ce que nos brochures sont compréhensibles, et donc on était dans ce processus d'accompagnement. Et je me suis très vite rendu compte que dans la province où j'étais, je reconnais au fond de la Belgique, et la liberté de mouvement, ça voulait rien dire pour les personnes, c'était peu connu. Et particulièrement, je le voyais dans le matériel réservé pour les moins de 18 ans, 18 mois, pardon, 18 ans, ils savent encore marcher, ça va. Trotteur fixe, table d'éveil, balançoire, les portiques. Ouais. Vous avez ça? Ben oui, on a ça dans nos maisons privées. Ouais. Il y en a moins dans les salles. Et l'aménagement aussi, beaucoup d'espaces cocoon. Hein. Pour les tout petits, on a envie de les mettre dans des gros coussins. L'image du bébé. Alors l'incident révélateur qui a vraiment déclenché énormément de choses, on était en observation et on voit une éducatrice qui dépose un enfant, un bébé de 10 mois, dans une table d'éveil, donc un genre de machin comme ça, c'était pas celle-là, un tissu entre les jambes, soutient l'enfant en position verticale, il y a différents objets attachés sur la tablette. Que voyons-nous? L'éducatrice voit un enfant en mouvement, parce que je lui demande comment elle voit l'enfant, elle me dit mais il est en mouvement, il est en activité, il a plein d'activités. Et moi, ainsi que la coordinatrice avec qui j'étais en observation, on voit un enfant en déséquilibre qui recherchait tout le temps des points d'appui et qui n'était pas du tout en zone de commun et qui n'était pas du tout en activité. Alors, c'est bien le diagnostic, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, le questionnement, c'est comment dépasser le diagnostic. C'est pas compliqué, hein. Diagnostiquer, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je veux bien jouer le rôle d'évaluateur sans... Le gros problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ces professionnels en fassent quelque chose et que ça fasse sens. Du coup, comment parvenir à co-construire les critères? Ils étaient dans le référentiel, c'était écrit noir sur blanc, même dans nos petites brochures, là c'est bien mis clairement. Mais visiblement, ça ne veut rien dire pour les gens qui sont sur le terrain. Et comment soutenir sans induire une conformité des pratiques éducatives, d'autant qu'on était de l'ONE, donc l'organisme de contrôle. Donc c'était très simple, ils pouvaient très bien retirer les outils et dire, l'ONE a dit que ça ne changeait rien du tout. Dans leurs critères, ils n'avaient rien compris. Et donc, comment travailler cette question-là? Comment ouvrir à d'autres manières de faire et de penser sans disqualifier les pratiques existantes? Pour la petite histoire, la personne qui avait mis, enfin, la table d'éveil qui était là, c'était un cadeau qu'une puéricultrice avait reçu pour ses propres enfants et elle l'avait amené dans la structure. Donc, si en plus j'avais dit quelque chose qui disqualifiait, je disqualifiais quelque chose qui la touchait personnellement. Et ça, je fais toujours attention entre remise en cause des personnes et remise en question des pratiques. C'est vraiment quelque chose qui me semble fondamental. Il y a une éthique dans l'accompagnement qui est fondamentale. La petite photo à gauche, vous allez comprendre après. Envie de bouger, c'est les participants qui ont donné ce titre-là très vite à l'offre que j'ai proposée sur cette question, un dispositif sur la liberté motrice. J'ai refusé de répondre ou de donner des solutions toutes faites. C'est d'ailleurs une des difficultés qu'on a chez nous par rapport à l'approche italienne. Autant en Italie, on gère l'incertitude et on se dit on va voir. Autant chez nous, il y a une question, il faut une réponse. Il y a un problème, il faut très vite trouver la solution. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de compréhension cognitive, mais c'est une question de posture professionnelle fondamentalement différente en Italie ou en Belgique. Ce qu'on a proposé, c'est aux équipes, on a dit on ne se comprend pas. Visiblement, on n'est pas la même chose, on utilise les mêmes termes, mais comme très souvent, on n'y met pas les mêmes choses derrière. On va se questionner et on va proposer des projets d'action. J'étais à l'époque dans un projet européen coordonné par Mira Steinbach, justement, avec son grand âge et sa grande expérience. Et avec d'autres collègues européens, on était à un moment donné 22 pays autour de la table. On avait mis au point cette démarche d'accompagnement en réseau, où on part d'idées de projets d'action. On part d'une idée, on prend pas tout le référentiel. Le problème ici, la liberté de mouvement, on va proposer aux équipes de choisir le projet qu'elles veulent, qu'elles pensent qu'il va améliorer quelque chose dans la liberté de mouvement des enfants. C'est elles qui vont choisir leur projet, c'est elles qui vont changer l'ambition de leur projet, mais on leur propose toutes de faire quelque chose. On leur demande de documenter. Ça, c'est mon obsession depuis le travail avec l'Italie, qu'on n'a pas du tout comme habitude en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de se dire, si on veut analyser, au moment même où on imagine des projets, on prévoit à l'avance qu'on va documenter pour pouvoir analyser et ne pas analyser que des mots. Partir vraiment de l'expérience concrète. Donc ici, on a beaucoup travaillé sur les vidéos, les photos.
avec l'idée d'une analyse et d'une évaluation régulative. Donc l'évaluation est bien présente, mais pas des enfants, des pratiques pour améliorer, avec une ouverture à d'autres possibles. Alors, la démarche en réseau, donc c'est un accompagnement qui est centré sur plusieurs milieux d'accueil. Ici, au début, on en a eu 6, puis ça a couvert toute la province progressivement. Mais on est parti d'abord du secteur de la coordinatrice où on avait vu le problème et où elle m'avait dit, mais c'est comme ça ailleurs. Moi je ne connaissais pas bien la région, je venais d'arriver et on s'est dit, on prend d'abord toute une partie et puis finalement, 10 ans plus tard, je travaillais encore sur cette question-là. J'aurais bien voulu changer de sujet, mais ce n'était pas possible. Donc, élaborer des projets à partir des questions, des pistes, des idées de chaque équipe. Et par expérience, ce n'est pas compliqué. Je n'ai pas encore vu des équipes qui n'avaient pas des idées, qui n'avaient pas des questions. La difficulté, c'est partir des idées pour les transformer en projet et d'avoir une continuité. Analyser les pratiques, ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles sont souvent dans une démarche de résolution de problèmes et pas dans une logique de mise en projet. Elles font des projets, mais elles ne se mettent pas en projet spontanément. Et donc, il y a tout un accompagnement pour pouvoir le faire en équipe et en inter-équipe, en travaillant alors avec des représentants. Et ma démarche a toujours été d'associer à la fois les directions et les personnes de terrain première ligne. Expliciter les critères. Spontanément, elles parlent de ce qu'elles font, mais pas nécessairement en explicitant les critères et en les faisant lien. Donc ça, c'est vraiment un rôle de l'accompagnateur de faire expliciter ce qu'elles font, ce qu'elles voient comme effet escompté ou observé, et donc à travers ça, expliciter et leur permettre de co-construire vraiment des critères qui leur font sens. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas tant l'action qui m'intéresse, mais c'est qu'elles aient la liberté de mouvement comme un critère qui va orienter leur pratique, pas seulement avec les bébés au tapis, dans le temps de jeu, dans le temps de repos, dans le temps de change, à tous les moments. Donc c'est une démarche projet, toujours la même chose. Donc on démarre. Ici, on a constaté une difficulté, on propose, et on dit vous allez vous mettre en question, on va pouvoir réfléchir ensemble et lancer un projet. Donc on est à la phase de démarrage. Ça dure, le premier dispositif, comme on démarrait, on l'a fait sur 6 mois, mais par la suite, ça prenait 2 ans, 3 ans. Donc les gens s'engagent à un travail à long terme, ce n'est pas 3 jours de formation. Maintenant, ils ne viennent pas tout le temps. En général, il y a 2 mois entre les coupes parce que je leur demande de travailler, de se réunir en équipe. Je travaille avec des représentants puisque j'ai beaucoup de monde, c'est une échelle régionale. Alors, c'était à Étinges. Donc ici, vous êtes les réunions du personnel de terrain. Ça peut être une personne qui encadre des assistantes maternelles, des accueillantes à domicile, ça peut être une crèche, ça peut être des choses différentes. Là, c'est les réunions qu'on a. Alors, ici, c'était coordinateur accueil, c'est la personne avec qui j'avais été, qui a un rôle de contrôle, d'évaluation et d'accompagnement des lieux d'accueil en première ligne, alors que moi, j'étais plutôt en deuxième ligne. CP, c'est conseil pédagogique. Puis, il y avait toute une série d'acteurs autres qui étaient dans le comité de pilotage pour analyser ce qui pouvait se mettre en place. Non, attendez, les réunions de pilotage sont là. Ça, c'est les réunions inter-équipes. Donc, je recommence. Réunion d'équipe, réunion de terrain, sur le terrain des lieux d'accueil, qu'ils soient à domicile ou en collectivité. Réunion inter-équipe, on réunit les gens qui sont là, avec des représentants, direction, encadrement. Donc, PT, c'était professionnel de terrain, et personnes de première ligne au contact avec les enfants. Avec ici, conseil pédagogique et dans mon cas, les personnes qui évaluent parce que j'avais un enjeu à ce qu'elles aussi s'approprient les critères. Ce n'était pas non plus évident pour elles. Ensuite, des personnes ressources parce que l'analyse des pratiques, elle peut être ressourcée aussi. Comme ils ne connaissaient pas du tout, j'ai fait venir quelqu'un avec qui je travaille régulièrement, Agnès Santo, qui est une physicienne en fait, et qui a fait sa thèse de doctorat dans la perspective des travaux d'Amy Pickler sur la liberté de mouvement. Et donc, je voulais vraiment quelqu'un de costaud, que les personnes ne rencontreraient pas autrement et qui leur permettent de comprendre et de prendre en compte des savoirs, de ne pas réinventer la poudre, la roue. Réunion de pilotage, on se réunissait, ces personnes-là, mais sans nécessairement les personnes de terrain, pour réguler l'ensemble du dispositif. Donc un dispositif, pour moi, c'est un ensemble d'actions articulées autour d'une série de visées qui est prévue et programmée à la base, mais qui peut être régulée et ajustée, surtout quand ça dure 3 ans. La deuxième phase, c'est ce que j'appelle l'analyse des projets. Donc les gens se lancent, ils se disent on va réaménager tel espace de telle manière, on va utiliser, changer le matériel et on va observer ce que ça donne, on va analyser. Ça, c'est la phase la plus difficile pour les professionnels. Souvent, il y a beaucoup d'enjouement à ce moment-là. Oui. Et puis, une fois qu'on leur demande d'analyser, c'est déjà moins évident. On a d'ailleurs fait un guide méthodologique ERATO qui s'appelle
le guide Erato, qui a été largement diffusé en 5 langues. Je pourrais vous le montrer quand vous venez, si vous voulez, parce que vu la difficulté, on a avec des collègues d'Italie, de Croatie, de France, il y avait encore qui d'autre, belge, on a essayé d'expliciter c'est quoi analyser les pratiques, comment documenter pour analyser les pratiques et les effets avec des professionnels. Et puis le bilan qui est fondamental pour moi. Moment d'évaluation pour les équipes, mais moment aussi de partage avec d'autres. Par exemple, les écoles, les instituts de formation initiale. Par exemple, les autres équipes qui n'ont pas participé. Et c'est souvent un moment où elles peuvent partager, qui donne l'envie à d'autres. Donc pour moi, ce n'est pas une clôture, c'est un moment où on se pose et on relance une nouvelle dynamique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est une démarche qui est caractérisée par plusieurs aspects. L'apport de personnes ressources, donc pour moi, c'est important. Apport et production de documentation. Par rapport à l'approche italienne, je trouve que c'est important. Il existe des savoirs. Elles ne lisent pas, donc je dois bien les sélectionner. Et mon idée, c'était d'avoir toujours des approches théoriques plurielles. Pas seulement pique-leur, mais avoir différents cadres et leur apprendre à articuler différents éclairages théoriques. Mais aussi production de documentation. Elles ne vont pas que utiliser des connaissances existantes. Elles vont documenter leurs propres pratiques pour pouvoir faire sens. Encadrement des réunions interéquipes, ça c'est pour moi fondamental, d'où l'importance de trouver dans chaque contexte quelqu'un qui peut jouer cette fonction-là, qui a la compétence mais aussi le positionnement, et c'est vrai que je partage, je trouve que c'est un rôle de la fonction publique de pouvoir jouer ce rôle-là, surtout par rapport s'il veut que le curriculum ou le référentiel soit mis en place. Encadrement des réunions d'équipe, des repères qui balisent le travail d'équipe, sinon elles se perdent, elles ont mille et une choses à faire et ce n'est pas leur priorité. Des moments qui incitent à rendre compte du travail, ça très souvent, le fait qu'elles savent, on va avoir cette réunion, on va rencontrer les autres équipes, ça les fait avancer dans leur démarche. Des moments pour partager les observations, que ce soit écrit et vidéo, sinon elles notent, mais combien d'observations écrites ou vidéo ne sont pas exploitées? Elles n'ont pas sens. Elles ont sens quand on les partage et qu'on les communique, et c'est à ce moment-là qu'on travaille les critères, et que ce qui fait sens pour l'un peut interpeller l'autre. Des moments pour recadrer aussi. Parce que quand les équipes regardent toutes seules, parfois dans l'entre-soi, elles se confirment dans une lecture particulière. Et donc il faut pouvoir recadrer, revoir les choses autrement. Des moments de relance qui aident à garder le fil. Et j'ai beaucoup apprécié la solidarité qu'il y a eu entre des équipes, parce que certaines parfois étaient à des moments de découragement. Et entre elles, il y a toujours eu beaucoup de solidarité et de relance. Alors l'exemple de recadrage, par exemple, j'ai trouvé ça très intéressant. Elles avaient toutes ces espèces de gros coussins moelleux dans lesquels on met l'enfant. Alors parfois, il n'y avait pas l'espèce de ceinture, là, mais des poufs, il y en avait partout. Et Agnès Santo, en tant que physicienne, disait, mais il s'enfonce, donc il n'a pas le point d'appui pour pouvoir se tourner d'un côté, se tourner de l'autre, et dans une réelle liberté de mouvement. Au contraire, il faudrait une surface beaucoup plus ferme. Donc gros débat sur les mous, les durs, Et alors, si elles avaient été dans une logique de conformité, de régularisation, comme je le dis souvent en référence à Vial, elles auraient retiré l'objet. Mais elles l'auraient fait pour me faire plaisir. Ce n'est pas quelque chose qui leur fait sens. Par contre, ici, elles ont changé. Elles ont changé la fonction. Le coussin, il était toujours là, mais pour les enfants qui savent ramper et qui peuvent expérimenter le dur et le mou comme ils le souhaitent. Et du coup, elles ne sont pas dans une régularisation, mais dans une régulation. Et pour moi, en tant qu'accompagnatrice, c'était un indicateur que quelque chose était compris. Maintenant, reste à voir si elles vont le transférer dans d'autres situations. Hein. Ça, ce n'est pas toujours gagné. Donc, l'évaluation, c'est une démarche de professionnalisation. Ce qui ressort, c'est vraiment la découverte de multiples compétences. Elles ne s'imaginaient pas que les enfants, quand on les observe vraiment dans une liberté de mouvement, qu'ils étaient capables de faire tout ça. Donc, et elles se sont vraiment rendues compte qu'elles multipliaient les contraintes sans le vouloir. Ce n'était même pas voulu, que ce soit dans le matériel choisi, mais aussi l'organisation, les modes d'intervention. Attention, tu vas tomber, attends. Il y avait vraiment toute une prise de conscience à ce niveau-là. Changement de matériel, ça c'est souvent le plus simple. Mais surtout la transformation de l'image de l'enfant. Ça, c'est ce qui est le plus extraordinaire. Elle voit l'enfant autrement. Et du coup, l'image de soi, professionnelle. Donc, cette question d'identité dont on parlait hier aussi, qui est tellement important. Surtout que la formation initiale ne travaille pas une identité professionnelle telle qu'on le voudrait actuellement en Belgique.
Alors la photo, la voilà. En fait, c'est les premières photos qui m'ont été amenées. J'ai trouvé ça extraordinaire, j'y ai fait allusion hier. Pour moi, l'enjeu n'est pas de documenter de l'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est un travail que je demande à mes étudiants. Je leur dis, vous allez sur le terrain et vous essayez d'observer quelque chose qui semble tellement banal et vous allez, avec les professionnels, découvrir l'extraordinaire dans le banal. Donc, parce que souvent, ils me cherchent des trucs. Mais je dis non, ce que je veux, c'est rendre visible l'invisible. Et ici, c'est une professionnelle qui avait ces tables et ces youplala et toutes ces choses dans sa structure. Et ce qu'elles ont mis au mur, c'était plus la photo où les enfants partent en excursion bien loin et toutes les choses extraordinaires, c'était ça. Zut, je retourne en arrière, je voudrais bien terminer sur lui. Voilà. Ah, voilà, il s'est tourné. Tout à fait banal, ça se passe je ne sais combien de fois dans une journée, mais c'est devenu important. Important au point tel qu'on le présente aux parents, qu'on en rend compte, les parents ne le voient pas nécessairement au quotidien, et qu'elles le mettent en valeur au moment du partage entre les pratiques. Ça pour moi, et ça c'est l'intérêt aussi de la documentation italienne, en tant que conseillère pédagogique, je pouvais me rendre compte de ce qui devenait important pour elle et qui ne l'était pas avant. Il y a un changement de regard sur l'enfant, et le processus photo, c'était plus non plus la pose, c'est le processus qu'elle suit. Et alors, par ailleurs, quand on regarde l'aménagement, une surface dure, des enfants dans des vêtements qui permettent un libre mouvement, du matériel simple qui peut être exploré, c'est plus le jeu qui joue, c'est l'enfant qui peut vraiment être en activité. Donc, il y avait plein de choses qui avaient changé. Voilà. Donc, cette documentation, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez extraordinaire dans ce travail. Alors, pourquoi ça retourne? Attends, ouais, je ne veux pas retourner par là, moi. Et il va en arrière maintenant. Je ne veux pas aller par là. Il retourne en arrière. Il avance. Oui. Voilà. Alors, l'évaluation, donc une conscientisation du travail à mener pour impliquer davantage les familles, on va le voir, parce que j'ai eu beaucoup de changements sur la liberté de mouvement, mais une grande difficulté pour les professionnels de réagir aux parents qui demandaient parfois des choses contradictoires. Tant qu'on est d'accord, il n'y a pas de souci, mais quand les demandes étaient hautes, ça devenait très vite, c'est l'ONE qui a dit que. La volonté de renforcer la collaboration avec les écoles, parce que je me suis rendu compte qu'en formation initiale, ce n'était pas connu. Ils ne connaissaient pas. Et il me parlait d'une nouvelle mode. Je dis, écoutez, Amy Pickler, elle est morte et enterrée. Ce n'est pas du tout nouveau. Et donc, il y a eu tout un travail. Et depuis lors, d'ailleurs, j'ai d'abord commencé sur ma région. Donc, ça date de 2005 à peu près, c'est à peu près à cette époque-là, on avait mis en place une collaboration entre tous les instituts de formation de tous les réseaux, ce qui est assez extraordinaire, parce que chez nous, quand vous êtes dans un réseau, vous n'êtes pas dans l'autre. Et puis maintenant que je suis retournée à l'université, je pilote un travail sur toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ça, je suis très contente, parce qu'il permet le financement du temps tuteur. Et c'est pour autant qu'il y a une collaboration avec des moniteurs d'école. Et on me demandait d'abord une évaluation externe que j'ai refusée parce que je savais combien c'était compliqué le tutorat. Chez nous, les personnes qui travaillent en formation sur le terrain ne voulaient pas être tuteurs, elles ne savaient pas ce que c'était, elles ne voulaient pas. Donc il a fallu d'abord comprendre c'est quoi un tuteur. Et donc on est dans un projet 10 ans plus tard, donc vous voyez, ça dure tout ça. Tuteur, c'est comme l'éducatrice associée. C'est quelqu'un du monde, voilà, et qui forme sur le terrain dans le lieu de stage. Et donc ici, si ça vous intéresse, j'ai aussi des outils parce qu'on a commencé là et puis 10 ans plus tard, maintenant on a fait un document pour tous les tuteurs, moniteurs d'école sur c'est quoi formaliser un dispositif de tutorat depuis le premier accueil des stagiaires, l'accompagnement tout du long jusqu'à l'évaluation de fin de stage. Et donc ça a vraiment... donc chaque fois, ça commence petit et puis ce qui est compliqué, c'est de gérer tout parce qu'il n'y a rien qui s'arrête. Mais... Alors, la recherche d'une approche interdisciplinaire, j'ai beaucoup eu de discussions avec les pédiatres. Je ne sais pas si vous avez le problème ici de la plagiocéphalie, les crânes plats. Oui, la tête plate. Voilà. Ouais. Donc, les psychopédagogues disaient mettre l'enfant sur le dos. Les médecins préconisent la position dorsale pour une question de prévention mort subite, mais depuis, ils se rendent compte que des enfants ont le crâne plat. Mais il y a une pédiatre en France qui a montré, avec un groupe contrôlé expérimental, que si l'enfant était libre de mouvement, il n'y a pas de problème de plagiocéphalie.
Mais n'empêche, les pédiatres de la même institution, de l'ONE, préconisaient le temps, bien sûr, de sommeil sur le dos, mais aux autres moments de varier les positions. Ce qui était tout à fait contraire avec ce que je voulais. Un bébé sur le ventre de quelques mois, il ne sait rien faire du tout. Hein. Essayez vous-même, mettez-vous sur le ventre, on vous met des objets. La tête est lourde, c'est tout à fait inconfortable. Et les pauvres professionnels sont là au milieu, entre les médecins, les psychopédagogues, toutes les injonctions paradoxales. Et donc, dans notre dispositif, pendant des années, on a travaillé en associant les médecins, les conseils pédiatres, les personnes du monde médical, et c'était passionnant, pendant des années, à travailler ces questions-là. Mais il faut aller jusque-là. Les médecins, c'est les ministres ici. Non, mais chez nous, on est vraiment arrivé à pouvoir... voilà, on n'en est pas sorti, hein, à chaque fois. Parce que maintenant, je suis plus à l'ONE, mais je suis dans le conseil scientifique, et donc je vois encore passer les documents, et notamment chaque fois qu'un document est produit à l'ONE, il doit être relu par les médecins, par tous les gens qui sont dans le conseil scientifique, et je reconnais qu'il y a plus de médecins que de pédagogues ou psychologues dans le conseil scientifique, mais ça ressort à chaque fois cette question de plagiocéphalie et essayer d'une certaine manière, et donc il faut chaque fois y revenir. Donc c'est jamais acquis. Mais le principe de pouvoir échanger, discuter, et je trouve que là, on a une responsabilité de ne pas laisser les professionnels face à des choses où elles sont prises entre le marteau et l'enclume, mais elles ne savent pas du tout. Et en plus, si ça tombe, les parents demandent encore une autre chose. Donc, alors, le cas 2, je vais aller plus vite, mais c'est pour vous montrer que la même démarche, c'est chaque fois la même logique, et pour moi, c'est ça que j'appelle accompagner un référentiel, et ce n'est pas juste envoyer ou juste faire une conférence d'information. Travailler avec les familles, ça a été tout le temps une difficulté, on l'a vu à travers la liberté de mouvement. Donc, des principes éducatifs comme la liberté de mouvement, mais comment le partager, et surtout quand les familles ne sont pas d'accord. Au-delà de l'accueil, généralement, la familiarisation, les parents ont bien le droit de rentrer. Mais alors après, c'est différent. Donc, quelle application, quelle collaboration avec les familles tout du long, ça c'est nettement, oui, il y a un temps d'échange le matin, le soir, ils peuvent rentrer dans le service, mais ce n'est pas l'implication ou la participation comme on peut l'entendre, par exemple en Italie. Mais alors, rien à voir du tout. Et ça aussi, je me suis rendu compte que je ne parlais pas le même langage. Moi, je parlais d'implication, de collaboration. Et les professionnels, ben oui, bien sûr, mais ce qu'elle faisait ne correspondait pas. Ou alors elle me disait, viens à toi. Ben, je dis, mais ce n'est pas moi qu'elle veut l'entendre. Elle veut travailler avec vous, elle veut découvrir ce qu'on offre à leur enfant. C'est d'un autre registre. Donc, comment éviter une approche normative avec les familles? Par exemple, le projet d'établissement, moi, je rêve de pouvoir analyser les effets de cette mesure-là. Parce que ça peut très vite devenir, vous avez signé, vous respectez. Comme ça, c'est comme ça ici. Et si les familles demandent autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Comment établir? On a une logique d'assimilation, accommodation ou de continuité. On avait rédigé un article sur cette question-là. Comment établir, renforcer une relation triangulaire avec l'enfant au centre? Ce n'est pas la question de faire des échanges entre adultes. Comment développer une logique continuité où on n'est pas... où on n'attend pas du parent qui se conforme, où on n'attend pas du professionnel qui réponde à toutes les demandes de parents qui seraient considérés comme des clients, mais où on réfléchit ensemble autour de l'enfant, de ce qui peut être mieux, et on recherche des solutions ad hoc en tenant compte bien sûr du projet. Et sans confusion de rôle et de responsabilité, la posture parentale, les responsabilités parentales ne sont pas celles des professionnels. Alors on est resté, on a suivi dans la même logique, et j'ai quitté entre-temps l'ONE, et la personne qui a repris ma fonction, c'est pas remplacé, je trouve important qu'il puisse vraiment, Xavier Gossen a poursuivi vraiment le travail, ça c'était très chouette, ça fait 2 ans qu'on m'avait demandé de superviser, et il était très demandeur, donc ça fait 2 ans que ça dure, et il continue vraiment les actions, donc c'est très bien parce que la région a pu continuer à travailler dans cette optique-là. Donc, de nouveau démarrage, qu'est-ce que c'est les questions des parents, des professionnels, des relations, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, des analyses de projets, et là, au niveau des personnes ressources, j'ai veillé à avoir une pluridisciplinarité. Anne de Thiers, c'est quelqu'un qui a contribué à un bouquin avec Boss Platière sur accueillir les jeunes enfants, quelle professionnalisation, où est bien explicité cette posture, parce que si mon enjeu était d'aller vers une application, une collaboration, je voulais d'abord qu'elle comprenne bien c'est quoi être parent, c'est quoi être professionnel. Catherine Bouffe, c'est quelqu'un qui est éducatrice de jeunes enfants en France et qui a fait une thèse de doctorat en sciences de l'éducation, où elle a essayé de comprendre les logiques parentales et où elle montre bien que elles sont diverses. Et ça répondait à une préoccupation qu'on avait dans le comité de pilotage, comment éviter que l'injonction au partenariat, à la collaboration, soit source d'exclusion. Pour certains, ça n'a pas de sens. Donc, à force de vouloir faire participer, on risque d'exclure les parents qui ne répondent pas aux attentes.
et aussi une approche d'un philosophe, Longno. C'était génial. Alors, ce qu'on a proposé de travailler avec elle, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans une histoire où on ne sait plus quoi faire pour bien faire. C'est très intéressant, avec une réflexion sur l'évolution des modèles familiaux, des approches familiales aujourd'hui, qui nous réinterpellent aussi en tant, à la fois que parents, parce que la plupart des puéricultrices étaient elles-mêmes mamans, mais aussi en tant que professionnelles. Alors, donc ici, une démarche avec un point de vue, je l'ai dit, ça je peux passer, donc ça c'est les 3 approches. Mais ce qui est intéressant, c'est le rajout ici. Donc, par la suite, on a poursuivi. J'avais déjà été pour un autre dispositif en Flandre. Je vous ai dit, il y a plusieurs communautés linguistiques. Alors, toute la Flandre n'est pas intéressante, mais Gand est vraiment intéressant. Ben, c'est comme l'Italie. Hein. Aller en Émilie-Romagne, à Pistoia, à San Miniato, enfin, il y a des niches. Mais on ne peut pas dire que c'est comme ça partout. Et Gand, j'avais une longue histoire avec Michel, Yann Peters, et cette ville de Gand qui est investie depuis des années dans l'école maternelle. Donc si tu viens en Belgique, il faut que tu ailles à Gand. Ils parlent le néerlandais, mais ils savent l'anglais et même le français pour certains. J'avais été la première fois pour les groupes d'âge mélangés, parce que j'étais dans une région où il y avait beaucoup de structures en groupe d'âge mélangé, et c'était jamais par choix. Ils commençaient petits, puis la structure s'étoffait. Et ce n'était pas pensé, et quand ce n'est pas pensé, c'est le chaos. Et donc, on avait été à Gand, parce qu'à Gand, c'est un choix pédagogique d'avoir des groupes d'âge mélangés. Là, j'y étais allée une première fois en 2008, et ça avait été un choc culturel. Pourtant, ce n'est pas loin. Hein. Pour vous, ça vous semble à 2 pas. Hein. Gand, entre Gand et... Allez, il y a 2 heures, 3 heures de train. C'est vraiment pas le bout du monde. Mais les pratiques étaient tellement différentes, y compris avec les familles. Vous allez dans une structure à Gand, il y a petit déjeuner, les parents prennent leur thé, leur tasse de café, les petits biscuits, et leur optique, c'est que ce soit un peu des forums démocratiques, que ce soit un lieu où les parents sont les bienvenus autant que les enfants. Mais les professionnels n'animent pas, elles sont là pour les enfants, et les parents ont la possibilité d'être dans le lieu et d'interagir et de voir ce que leurs enfants vivent. Quand la première fois que j'y suis allée, les structures ont vu ça, les professionnels, il y a une directrice qui m'a dit « mais c'est pas une crèche, ça !» Ça faisait auberge espagnole pour elle. C'était pas possible. Et donc, quand j'ai voulu retravailler la relation... Par contre, au début, ça a été très compliqué, parce que même pour les maris, se lever à 4 heures du matin pour aller à Gand, quelle idée encore j'avais eue là. Mais elles ont apprécié. Donc, j'organisais des voyages pour une dizaine de personnes. J'avais négocié avec l'ONE, parce que j'avais un petit budget pour inviter des personnes. J'avais dit, je ne veux pas inviter des personnes, je veux aller à Gand. Alors, les personnes payaient leur rail pass, mais l'ONE prenait en charge avec le VBJK l'intervention de Caroline Boudry qui travaille à Gand, dans le VBJK, et tout était pris en charge. On visitait des structures le matin et on discutait avec les professionnels à partir de ce qu'elles avaient vu. Et avant de partir, parce que je ne voulais pas que ce soit une excursion, on avait eu d'abord tout le dispositif préalable, donc ça venait avec nos questions. À chaque fois, j'avais documenté toutes les questions, les analyses qu'on avait faites, donc les Gantois savaient avec quel projet on venait, et on pouvait vraiment échanger après sur place. Caroline était venue avant à Libramont pour expliciter pour quel choix ils avaient fait, ce que ça signifiait pour eux, impliquer, faire participer les parents, pourquoi ils mettaient ça en place. On rediscutait sur place et puis après, quand elles revenaient, je leur avais dit on va faire un carnet de voyage, un carnet de bord collectif, vous allez revoir. Et on avait des réunions de bilan. Et alors ce qui a été très intéressant grâce à Xavier avec qui je continue à collaborer, c'est qu'en décembre 2015, donc X temps après, on a refait le point. Mais qu'avez-vous gardé de tout ça? Parce que parfois, on vit des expériences, des actions, on les évalue à chaud, c'est trop tôt. Il faut un peu de recul, hein, les différents niveaux d'évaluation. Et alors, je remercie ici Sylvie Reyna parce qu'elle a toujours l'art de me lancer des idées. Elle a fait un séminaire doctoral à Lyon sur les voyages d'études comme lecteur professionnel. Et donc, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais intervenir? Je me dis, oui, j'avais cette expérience en tête, mais elle me dit une recherche. Je dis, je n'ai pas fait une recherche. Et du coup, il a fallu que je recherche toutes les traces, les documents, et on a fait des entretiens, des interviews, et il va y avoir plusieurs publications. C'est passionnant. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à creuser comme point. Alors, le carnet de voyage collectif, ça, c'était vraiment intéressant. L'idée que j'avais, c'était de faire en sorte qu'elles documentent leur voyage, mais avec ce qui leur fait sens. Parce que généralement, c'est toujours moi qui écrivais.
Mais c'est mon discours, c'est mon jargon, et écrire, ça aide à penser, à réfléchir, c'est pas une transcription. Donc je voulais que ce soit elles avec leurs mots. On avait négocié avec les Flamands pour qu'elles puissent photographier, parce qu'en soi, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elles vont prendre en image? Qu'est-ce qu'elles vont... Qu'est-ce qui ressort? Et qu'elles puissent le partager, parce qu'il y a celles qui partent, mais tout le monde ne partait pas. Et mon souci, c'est celles qui restent. Comment est-ce qu'elles peuvent voyager sans voyager? Faire partie du voyage sans avoir été à Gand. Et alors, elles l'ont fait, tout le monde l'a fait, par équipe. Certaines, comme on était dans une dynamique inter-équipe depuis plusieurs années, se sont associées entre des équipes différentes. Et on a fait un document collectif que j'ai analysé pour le séminaire de... Alors ici, c'est juste une mise en bouche parce que en soi, j'ai parlé 2 heures à Lyon de ça. Donc ici, c'est très court, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment matière. Ce qui était intéressant dans ce carnet de voyage, c'est le style narratif. Elles étaient très dans le récit de ce qui s'est passé, mais avec des photos ciblées. Alors ça, c'était intéressant parce qu'on parlait des relations, on y allait pour les relations parents-professionnels, mais elles ont beaucoup photographié des aménagements intérieurs et extérieurs, parce qu'ils travaillent beaucoup l'espace extérieur à Gand, qui n'était pas l'objet premier, qui était un objet d'un dispositif précédent. Mais quand même, l'importance de la documentation. À Gand, les professionnels ont différents supports de documentation dans les structures. Et ça, c'était quelque chose qui leur ont vraiment fait sens et qui était en lien avec le dispositif que je travaillais sur les familles. Et avec toute une série de situations clés qu'elles relataient. Donc quand elles étaient dans un voyage, elles n'étaient pas dans l'exotisme et dans je vais voir. Et c'est souvent des choses qui marquent. Donc on n'est pas que dans le cognitif. Et ça, je trouve que c'est intéressant par rapport à des formations plus classiques. Et d'ailleurs, j'ai comme enjeu que l'ONE reconnaisse ça comme des démarches formatives. C'est de se dire, c'est de vivre des expériences émotionnellement chargées. Et parfois, c'est une petite chose qui les marque, qui 3 ans plus tard vont revenir. Par exemple, l'histoire de la promenade sous la pluie. Quand on est arrivé, il pleuvait. En Belgique, il pleut beaucoup. Et on a croisé une puéricultrice avec 3 enfants qui allaient se promener, les enfants avec les bottes et les capes, et qui se promenaient. Et ça les a marqués, parce qu'en plus, elles vivent dans une région rurale magnifique, mais elles ne vont pas beaucoup dehors. Et j'arrêtais pas de leur dire qu'il fallait aller dehors. C'est pas faute de ne pas l'avoir dit, d'avoir montré. Il y a plein de publications sur Outdoors. Enfin, il y a plein de choses, mais ça marque pas. Mais de rencontrer les 3 gamins là, à Gand, sous la pluie avec les capes, ça les a marqués. Et du coup, il y a quelque chose qui déclenche. Donc, comment toucher l'affect, l'émotionnel, on va en reparler demain. Ça, je crois que c'est vraiment un enjeu important. Alors, quelques photos qu'elles ont prises, comme ça, vous allez un peu à Gand. Je voudrais bien enlever ce truc-là. Pourquoi on appuie sur le petit carré. Là? Oui. Ah, zut. Alors maintenant, il faut que je retourne en arrière. Non. C'est celui au-dessus? Non, en dessous. Voilà. Donc, elles ont pris des tas de photos. Il y en avait plein de l'extérieur. Alors ici, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une cabane en saule qui a été faite avec les parents, et pas que les papas. Donc, quand ils font des aménagements à l'intérieur ou à l'extérieur, à Gand, ils sont dans quelque chose où on conçoit avec les parents, on fait des choses avec les parents et on les réalise. Ils sont impliqués tout du long. Et ici, comme l'espace extérieur est quelque chose de fort investi, ils ont construit des cabanes. Mais dans d'autres structures, c'est autre chose. La documentation, là, on la voit sous différentes formes. Alors, elles ont énormément photographié des choses, que ce soit les murs de famille, que ce soit les régions de cœur, qui ne sont pas nécessairement les régions dont on vient. Et des aménagements, là, ça n'a rien à voir avec les familles, c'est plutôt un aménagement de l'espace, parce que ce n'était pas le bac avec les poupées, c'était un aménagement quand même un peu soigné. Alors, des idées clés qu'elles ont retenues de tout ça, les voyages, les visites des milieux d'accueil font résonance à notre histoire personnelle, on voit, et permettent d'évoluer la posture professionnelle. Mais je pense qu'elles pouvaient dire ça, pas seulement parce qu'il y avait le voyage, mais parce qu'il y a eu tous les préalables. Donc, ce n'est pas un voyage tout seul. Et ça, c'est ce qui ressort de l'analyse de Lyon. C'est que quand on analyse le tout, y compris avec recul, c'est qu'un voyage prend un tout autre sens quand il est dans un dispositif d'accompagnement qui est en amont et qui est en aval, et qui a un accompagnement de terrain qui permet d'articuler les choses et d'accompagner les projets. Créativité, innovation, un autre regard sur certaines pratiques, une ouverture d'esprit, et on n'est donc pas dans le rejet, oui mais ça c'est chez les Flamands, on n'est pas dans l'assimilation, mais oui on le fait déjà, on est dans quelque chose où on s'ouvre. Et c'est confirmé par l'analyse. Ici, je ne mets que des mises en bouche parce que je me suis sentie porteuse d'un projet nouveau
ça a été déclencheur. Et parfois, c'est étonnant. J'avais beau le dire, ça ne passait pas de la même manière. Il faut que les gens le vivent. Un autre regard, un regard croisé, le fait d'y aller à plusieurs, de différentes équipes, ça mobilise. Richesse de rencontrer des lieux d'accueil totalement différents des nôtres. Pourtant, c'est à Gand. Hein. Ouverture et découverte. Je suis ressortie de cette visite très riche en idées, difficile de transmettre la dynamique à l'équipe. Ça, c'est toujours ce qui revient. Il y en a 2 qui partent, il y en a des représentantes qui vont à des réunions et les autres. Et ça montre l'importance qu'il va être discuté hier du leadership. Ça, parce que chez nous, même les responsables n'ont pas la formation adéquate. Échange de pratiques. Les voyages permettent le cheminement. Enjoué, motivé. Donc, si je résume dans tout ce que j'ai dit, on a des référentiels, on a des curriculums, vous avez votre programme. On met en place, à partir des démarches de projet, d'accompagnement projet, et en continuité, une référentialisation des pratiques. On ne parle pas de l'idée que parce que c'est écrit, c'est compris. Les dispositifs, ça a commencé en 99. Manger plus que manger, j'avais commencé d'abord par la question du repas. J'ai ensuite travaillé la liberté de mouvement et on a créé une coordination avec les écoles qui maintenant est à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a travaillé sur les groupes d'âge mélangés. On a travaillé sur la continuité de relations parce qu'on avait des logiques de section, donc il a fallu sortir de là. Et on n'en est pas nécessairement encore sorti. J'ai mis des flèches entre tout, c'est cette logique de dispositif. Quelle que soit la question, c'est une porte d'entrée. Je m'en fous, la question, c'est pas moi qui avais au départ dit ce serait ça. Je ne pars pas nécessairement de la demande, parce que sinon les mêmes sujets reviennent. C'est aussi à partir des observations et de l'analyse des besoins des situations. Mais à travers ça, quelle que soit la thématique, en tout cas on s'est dit le travail avec les familles, c'est vraiment quelque chose de transversal qui ressort. Vous voyez la durée, 1 an pour celle-là, 6 mois pour celui-là. Ici, ce n'est pas encore fini. 3 ans, 4 ans. Donc chaque fois, elles savent, on s'engage pour un travail inscrit dans la durée. Alors les principes que je dégage de ça, la durée, essentielle. Vous vous engagez, ce n'est pas pour venir une fois et vous en allez. Mais je dois dire que j'ai jamais eu, ça n'a jamais été un frein. J'avais plutôt le problème de gérer toutes les demandes, parce que d'année en année, j'en avais tout le temps plus. Mobiliser ensemble ensemble des acteurs concernés, mais qui sont souvent séparés. Par exemple, le médical et l'éducatif. J'ai toujours été, la responsable de l'ONE me disait, mais qu'est-ce que tu vas encore nous inventer ? C'est vrai que c'est mon obsession de me dire, on a oublié quelqu'un, on va le prendre, même si ça semble impertinent, même si ça ne va pas de soi, ben justement, c'est ça qui est intéressant, d'amener le décalé, d'amener des liens, de faire liens là où il n'y en a pas. Naturellement, il faut que ça ait du sens. Hein. Offrir un cadre organisateur, ça c'est vraiment, elle donnait souvent l'exemple du chef d'orchestre, quelque chose de très organisé, de très structuré et en même temps très souple. Qui permet de jouer la partition et de l'interpréter d'une manière qui ne sera pas la manière d'un autre orchestre. Avec une réflexion partagée et garder la mémoire. Ça, je le reprends de ma collègue Analia Gallardini, avec qui j'ai une longue histoire. Elle parlait toujours de ces questions de mémoire et c'est vraiment vrai. C'est vraiment important. Et les personnes me disaient, c'est important pour nous quand tu nous rappelles d'où on vient et vers où on va. Garder le sens, ce qui n'est pas le programme. Mobiliser non seulement des professionnels, mais aussi les familles. Ce n'était pas dans mes démarches habituelles, étaient plutôt de travailler avec les professionnels. Et les parents, je n'avais pas ce réflexe de les associer dans les réflexions avec les professionnels. J'ai beaucoup travaillé aussi, c'est pas mis là, sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et maintenant, à l'ONE, il y a une structure spécialisée pour soutenir tous les lieux d'accueil dans l'inclusion. Et là, c'était très facile parce que les parents étaient très demandeurs d'interpeller les professionnels. Mais c'est quelque chose qu'on a un peu plus travaillé par la suite et que je pense est très important. Il y a 15 jours, j'étais à Pau, dans le sud de la France, où ils ont des crèches parentales. Et quand je les entendais, par rapport à la documentation, je me dis c'est encore autre chose pour les parents. Quand je dis rendre visible, invisible, c'est très différent pour le parent de vivre l'expérience, un peu comme les professionnels qui ont été à Gand, que d'entendre à travers une documentation, une expérience qu'ils n'ont pas vécue. Le fait de vivre les choses, professionnels par ensemble, ça transforme et ça crée ce qu'on a discuté hier, cette relation de confiance. Il y a une confiance qui est là parce qu'ils ont pu vivre les choses. Développer des compétences professionnelles, alors stables. Le but, ce n'est pas de faire des projets, c'est au fur et à mesure des projets de faire en sorte que progressivement, ces professionnels soient plus en réflexivité. Et quand je dis réflexivité, on discutait avec Michel et Yann, ils ont
bien développé ça dans une de publications. La réflexivité, c'est pas réfléchir pour faire la bonne chose. C'est réfléchir ensemble avec d'autres, se disant que personne n'a le savoir inédit. C'est ensemble, en construisant, en confrontant les choses, qu'on va pouvoir décider de la meilleure chose dans cette situation-là. Donc c'est différent. Et donc, on a cet accompagnement des référentiels qui permet vraiment de rentrer dans cette démarche d'auto-évaluation et de développer cette professionnalité réflexive telle que je viens de le développer. Et je résumerai ça dans cette démarche qu'on a mis en place et explicitée dans un guide Erato, que je vais prendre sous forme de schéma. L'idée, c'est que les professionnels, à travers toutes ces démarches et en référence à ce référentiel, se mettent en recherche, se mettent en projet, sans être des chercheurs. Il faut encore de nouveau clarifier ça. Formuler des hypothèses. Elles formulent des hypothèses. Tiens, ce bébé, il est coincé. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il le soit moins? Concrètement, mais c'est des hypothèses, mais d'action. Qu'elles puissent co-observer, documenter. On parle beaucoup d'observation chez nous. J'ai fait exprès de mettre co, parce que ce n'est pas observer tout seul dans son coin, voire de noter et de ne rien en faire. C'est vraiment de confronter ce qu'on a vu, ce qu'on a regardé, et documenter, ça peut être sous différentes formes. L'écrit, la vidéo, la photo, il n'y a pas un bon support, ça dépend de l'objet. Quand mes collègues italiennes documentent la vie quotidienne, elles ne vont pas filmer toute la journée. Donc là, elles ont mis en point des carnets de bord particulièrement intéressants. L'équipe de Tulia Musati, de Rome, c'est dans le guide Erato, toute cette partie-là est vraiment intéressante. Si c'est des projets ciblés comme la liberté de mouvement, pour les questions de mouvement, je ne vois pas comment on peut faire d'autre que de filmer. Donc c'est vraiment un choix. Co-analyser, donc de nouveau, c'est une dynamique interactive, ce n'est pas tout seul. Co-évaluer, co-réguler. Et alors, je dis souvent, ici c'est en cercle, mais on ne tombe pas en rond, rassurez-vous. Parce que quand on sort de là, mais je ne sais pas faire là encore la troisième dimension. Il y a une nouvelle question qui ressurgit et on redémarche. Mais quand on est dans des démarches de recherche, en tout cas dans mon cas, c'est ça aussi. Ouais. On sort, on se dit tiens, et puis on repart. Et on est dans une démarche itérative. Voilà. Merci. Ah, vraiment.